Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Aujourd'hui dans Bien dans son job, comment engager ses équipes, comment créer du lien quand il est devenu de plus en plus difficile de se voir physiquement. On en parle avec le fondateur de SpotMe, il sera notre invité. Smart et Réglo, votre rendez-vous juridique, elle est obligatoire, tous les salariés doivent s'y plier. Je veux parler évidemment de la visite médicale, on en parlera dans quelques instants avec un avocat. Et puis le cercle RH, notre débat quotidien, on va se pencher sur la santé mentale des salariés. C'est vrai que le télétravail a laissé des traces. Certains plébiscitent ce mode d'organisation du travail, d'autres ont souffert du télétravail. État des lieux en cette rentrée, on fera le point avec des experts évidemment. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, on s'intéressera à l'externalisation de la relation client. On nous expliquera tout à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job avec notre invité, le premier invité de notre émission, Pierre Métralier. Bonjour Pierre. Bonjour Arnaud. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de SpotMe. D'abord, expliquez-nous en quelques mots. On va bien sûr revenir sur cette notion de virtualité de la relation. C'est quoi SpotMe, vous qui avez la fusée de Tintin derrière vous ? Bon, alors SpotMe, c'est une plateforme de marketing événementiel qui permet de gérer et de produire des événements business qui accélèrent le relationnel. Ça peut être des événements de plusieurs milliers de personnes, que ce soit en hybride, que ce soit en présentiel, que ce soit en virtuel, ou des événements de plus petits formats de type webinaire. La plateforme elle-même offre toute une palette d'outils qui vont de la création de sites web, d'applis mobiles, de capture vidéo, de gestion de contenu et d'animation de communauté. Concrètement, ça veut dire que, je le dis abruptement, vous n'avez pas connu la crise chez SpotMe parce que vous avez basculé d'organisation marketing traditionnelle à du marketing et du salon virtuel, c'est ça ? Donc forcément, votre activité a progressé ? Alors bon, l'activité a connu, on va dire, une chute énorme en quelques semaines. Il faut savoir que l'essentiel de l'activité, le 95% de l'activité était présentielle avant Covid. Et tout cela s'est effondré en quelques jours. On a fait face à plus de 300 annulations. C'était relativement compliqué, mais en quelques semaines, en fait, les organisateurs se sont vite repositionnés, nos clients se sont vite repositionnés et ont passé commande pour notre solution virtuelle. Donc en fait, on a fait une brève chute et puis une grosse remontée pour avoir un chiffre d'affaires qui augmente d'à peu près de 120% sur l'année. C'est ça, donc 120%, parce que tout a basculé sur le virtuel. Combien d'événements vous avez réussi à produire, à créer virtuellement ? Parce que les chiffres sont assez extravagants. Ouais, alors, ce qui nous concerne, on est sur une niche vraiment sur le B2B. Hein, on produit à peu près plus de 10 000 événements par année à travers notre plateforme. Concrètement, l'avenir, c'est quoi pour vous chez SpotMe ? Parce que c'est un peu le débat qu'on a eu hier sur le télétravail. On se dit, mais est-ce que c'est stop ou encore ? Est-ce qu'on revient au monde du XXe siècle ? Ou est-ce que les entreprises, finalement, se sont adaptées pour se transformer ? Bon, alors c'est bien sûr une grosse discussion, c'est un peu du on-off. Un jour on nous dit on fait du virtuel, le lendemain on nous dit on fait du présentiel. On préfère prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça. Je pense que ce qu'on a vu, c'est que les mœurs ont évolué. C'est bien sûr qu'il y a eu la contrainte de la crise, du confinement, etc. Mais de manière générale, il y a différentes habitudes de consommation. Et le télétravail, c'est quelque chose qui va rester d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une vraie volonté de la part des participants, des consommateurs, des employés ou des clients qui sont les participants à ces événements, de faire une consommation de ce qu'on appelle de l'événement à la demande. C'est-à-dire que je ne veux pas forcément on ne m'impose pas de venir à telle heure, à telle date, à tel endroit. Je veux aussi avoir le choix de le consommer plus tard. Je veux avoir le choix de le consommer à distance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que je peux venir en présentiel, je peux me connecter en live en même temps depuis mon ordinateur. Je peux le consommer pendant que je suis dans le métro sur mon mobile, ou alors je le consomme à la demande. Aujourd'hui, on voit que la consommation à la demande, c'est près de plus de 80% de l'engagement aujourd'hui. Et ça, bien sûr, c'est aussi des outils comme Netflix qui ont communiqué cette idée à travers les années. Juste, c'est intéressant ce que vous nous expliquez. C'est-à-dire, en plus de créer de la virtualité qui était avant du live, on appelait ça du live, on est en live, on se connecte et puis on peut voir. Là, aujourd'hui, la consommation se fait en stockage. Les gens vont aller chercher l'événement ou ce qui s'est passé, comme un peu, on va voir un podcast en quelque sorte.
C'est tout à fait ça. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est aussi une évolution du monde du travail. Cette consommation synchrone où tout le monde se réunit au moment où le DG a décidé pour participer à la réunion ou pour collaborer ou pour écouter un message, ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement dépassé parce que les contraintes que cela impose sur les individus sont énormes, avec des impacts sur la santé, sur l'inclusivité, etc. Et si on enlève toute cette barrière de synchrone, et on va dans un monde beaucoup plus asynchrone où je choisis, l'individu choisit, on a plein de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à nous. Et c'est pas seulement, bien sûr, l'événementiel, c'est tout le monde du travail aujourd'hui qui est impacté par ça. Pierre Métralier, ça change quoi pour vous dans votre business? Je dirais même dans l'ingénierie technique, parce que vous, en amont, évidemment, il faut se connecter, il faut des réseaux, il faut... Qu'est-ce que ça change techniquement pour une entreprise de proposer de l'événement à la demande? Bon, alors il y a déjà un gros challenge technique parce que vous devez faire de la captation de son et de vidéo, que ce soit en présentiel, mais vous pouvez aussi faire amener des intervenants qui sont virtuels, qui sont en distanciel, et puis une composition entre les deux. Donc, à proposer ces outils-là, ces outils n'existaient pas il y a 18 mois, ils commencent à exister aujourd'hui. Et puis, en fait, les possibilités sont démultipliées. Vous pouvez faire des événements où vous pouvez faire du virtuel 100%, vous pouvez faire des pods avec des groupes qui interviennent et qui communiquent entre eux, vous pouvez faire du présentiel, et bien sûr, vous avez une couche à la demande que vous rajoutez là-dessus. Donc, vous avez le besoin en termes de produits et de technologies a simplement explosé. Et Un petit souci de son, puisqu'on parlait justement avec Pierre Métralier de tous les enjeux technologiques. Ben, voilà la preuve dans cette séquence. On voulait remercier Pierre Métralier parce que je pense qu'on l'a perdu, fondateur de SpotMe. J'avais plusieurs dernières questions à lui poser. Ah, on vous retrouve, c'est formidable. On vous avait perdu, vous étiez parti dans votre fusée lunaire avec Tintin. Juste un dernier mot, c'est important de le préciser, ces enjeux techniques, et ça c'est encore une fois, je dirais, le back-office de votre entreprise SpotMe, il faut recruter aussi des salariés qui vont bien et qui techniquement peuvent vous accompagner dans ce gap technique quand même, c'est intéressant. ouais, alors le gros changement au niveau du recrutement, on est dans cette vague de ce qu'on appelle la grande démission. Et je pense que c'est vrai, on le voit, beaucoup de gens veulent changer de poste et en fait, il y a une énorme concurrence sur l'offre employeur. Et je pense que beaucoup de gens sont passifs, beaucoup de gens aujourd'hui sont passifs par rapport à ça, ou pire, pensent à un retour à la normale avec ramener tout le monde au bureau avec les contraintes que cela impose. C'est vrai que nous, on a développé un modèle hybride Voilà. où chaque nouveau collaborateur fait le choix entre être un collaborateur hybride, c'est-à-dire qu'il a une place attribuée, équipée dans nos bureaux, il peut y venir quand il veut, ou alors être 100% remote, et dans ce cas, il reçoit un montant pour s'équiper chez lui et être un collaborateur complètement à distance. Alors ça, c'est ouvrir, c'est donner la liberté, c'est ouvrir les vannes, c'est très bien, mais après, il faut créer tout un système là autour d'engagement, de gestion des objectifs, être sûr que tout le monde est engagé. Et c'est vrai que dans nos cas, ce qu'on fait, c'est que chaque trimestre, on a notre retraite trimestrielle SpotMe où on amène tous les collaborateurs en présentiel. Pour ceux qui le désirent, à peu près 80-90% nous rejoignent pour 3 jours d'événements. Et bien sûr, comme on fait de l'hybride, on a à peu près 10-15% qui se joignent aussi en distanciel. Ouais. Et c'est en fait, c'est là, le produit se mélange en quelque part à notre stratégie de RH qui permet d'engager tous nos collaborateurs. Ouais, c'est intéressant entre ce que vous faites en interne chez SpotMe et ensuite ce que vous allez proposer à vos clients. Quand vous dites une retraite, c'est quoi? C'est dans un monastère? Vous partez emmener toutes vos équipes dans un lieu où on se recueille? Non, c'est quoi votre retraite? Alors bon, l'idée c'est de prendre, c'est le nom, hein, l'idée c'est de prendre du recul par rapport au business. Ça veut dire que on prend pas on fait pas de réunion client, on fait pas d'appel, on se concentre uniquement sur nous-mêmes. On réfléchit. Alors bien sûr, c'est pas un monastère, mais on prend le temps qu'il faut pour avoir les réflexions qui sont nécessaires et créer les plans pour les 3 prochains mois. En tout cas, une attitude plus monastique pendant 3 jours. C'est ça, c'est ça. On mange quand même, on boit un petit peu C'est et ça. on célèbre aussi nos succès. Exactement. En fait, c'est prendre le temps aussi d'échanger ensemble et de partager. C'est passionnant, SpotMe, avec les gaps techniques. Juste avant de nous quitter, vous êtes à la recherche de collaborateurs. C'est peut-être l'occasion de passer ce message. SpotMe recrute. Absolument. Nous cherchons des ingénieurs, des commerciaux, nous cherchons des chefs de projet. Et puis, je vous invite à regarder notre modèle d'emploi qui est assez unique en Europe. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, spotme.com.
Merci Pierre Métralier, vous êtes le fondateur, le CEO. Je rappelle que SpotMe a été créé en 2000. C'est une entreprise qui a 21 ans tout de même. C'est l'âge adulte. Merci d'être venu sur notre plateau virtuellement, selon la tradition de SpotMe. Merci, à très 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 bientôt Pierre. Tout de suite, c'est Smart et Réglo, notre rubrique juridique. Un éclairage. Alors, tout ça va vous sembler d'une évidence biblique. La visite médicale, bah oui, la visite médicale, vous allez dire, oh bah oui, mais elle est obligatoire, tous les salariés doivent y passer. Et elle suscite un certain nombre de questions et de débats avec des réponses, justement, dans notre rubrique Smart et Réglo. Smart et Réglo, un focus juridique. Alors là, on s'intéresse à un sujet, vous qui avez été ou êtes salarié, vous l'avez vécu, cette visite médicale. Elle est obligatoire, tout le monde y passe. C'est un passage obligé quand on entre dans l'entreprise. On prend son badge cantine et puis ensuite on a une convocation pour la visite médicale. On fait un point parce que c'est un sujet assez intéressant qui paraît anodin mais qui est fondamental. Djilali Mazouz, merci d'être avec nous. Avocat en droit social au cabinet McDermott, Will & Emery. Vous avez souhaité parler de cette visite médicale. D'abord, commençons par le début, pas à pas. Qu'est-ce qu'on entend par visite médicale? Enfin, ça paraît simple, on va voir un médecin. On va voir un médecin, pas n'importe lequel. Il y a un corps constitué de médecins spécialisés qu'on appelle les médecins du travail. La médecine du travail est organisée pour faire l'interface entre le salarié en termes sanitaires et l'entreprise. Et la visite médicale, celle qu'on connaît traditionnellement, la visite médicale d'embauche, ouais. Elle a disparu avec la loi El Khomri en 2017. Elle est remplacée par une autre visite qui est une visite qu'on appelle d'information et de prévention. Le médecin du travail n'est pas un médecin soignant. C'est un médecin qui fait de la prévention. C'est vrai. Et donc, il prescrit pas, il n'y a pas d'ordonnance. Non, il n'y a pas d'ordonnance, il ne soigne pas. Donc la médecine du travail organise ces visites médicales. On en a grosso modo 5 types différents essentiellement. Il y a d'abord cette fameuse visite d'information et de prévention qui remplace la visite médicale d'embauche. Il y a ensuite les visites ponctuelles. Il y a les visites périodiques, tous les 5 ans ou tous les 3 ans en fonction de l'exposition au danger du salarié. La visite de reprise après un arrêt de travail. Exact. Et puis d'autres types de visites qu'on rencontre dans le cours de la vie de... Oui, toutes les entreprises qui travaillent dans la chimie, enfin qui ont en tout cas des classements Céveso, ont des obligations différentes d'une entreprise du tertiaire par exemple. Je vous pose la question, parce que c'est une question qui est soulevée, puisque le législateur réfléchit à réorganiser la médecine du travail, régulièrement on en entend parler. Utile ou pas utile ces médecins du travail? Parce que c'est vrai que quand on est salarié, on se dit, j'y vais, je réponds à toutes ces questions, ça ne sert pas à grand-chose, je vais faire pipi et mettre pour savoir si... Mais finalement, ça ne sert à rien. C'est une très bonne question. La question appelle la réponse suivante. C'est utile, mais c'est parfois considéré comme pas assez utile. Les moyens de la médecine du travail ne sont pas extraordinaires, notamment en termes de communication du risque qu'elles identifient. Le secret médical, bien qu'ils ne soient pas des médecins soignants, il reste couvert par le Code de la santé et le Code de déontologie des médecins. Ils ont une obligation de secret professionnel. Par conséquent, lorsqu'ils détectent quelque chose, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? À qui est-ce qu'ils peuvent en parler? À qui est-ce qu'ils peuvent le dénoncer? C'est une question qui est très, très, très délicate. On n'arrive pas à saisir, d'ailleurs, quand on est salarié et qu'on débute dans une carrière professionnelle, quelle est la relation entre l'employeur, parce que c'est l'employeur qui vous oblige et qui vous convoque, d'ailleurs, qui vous dit « vous êtes convoqué dans tel lieu à 14h pour une visite ». Quelle est la relation entre les médecins du travail et l'employeur? Je pense à des cas... que j'ai pu lire sur du harcèlement, un salarié dénonce du harcèlement au médecin du travail pensant qu'il faisait bien et puis finalement ça ne remonte pas. C'est quoi la relation entre l'employeur et le médecin? On est toujours dans cette difficulté liée au secret professionnel et au secret médical. Pour le salarié, le médecin du travail est parfois vu comme un espèce d'œil de Moscou de l'employeur. Il a l'impression que tout ce qu'il va lui raconter va être reporté à l'employeur et ce n'est pas le cas. Ce serait une infraction lourdement sanctionnée, y compris par une radiation pour le médecin, s'il venait à communiquer quoi que ce soit de spécifique sur l'état de santé du salarié. Et ce serait pour l'employeur, la Cour de cassation, dans un arrêt, je crois, du 30 juin 2015, l'a dit pour la première fois de manière extrêmement claire, l'employeur engage sa responsabilité médicale, sa responsabilité professionnelle, civile et pénale, lorsqu'il utilise des éléments du dossier médical du salarié dont il n'aurait pas dû avoir connaissance. Mais là, on était sur un cas de harcèlement qui ne remonterait pas, donc le médecin a cette information, il ne sait pas quoi en faire. Comment ça se passe pour des personnes qui viennent se plaindre que leurs charges sont trop lourdes, qui sont des métiers manuels par exemple? C'est pareil, on sent une certaine impuissance du médecin du travail. Qu'est-ce qu'on doit lui donner comme arme
pour qu'il justement soit capable de transformer finalement le poste de travail, de pouvoir alerter? Qu'est-ce qu'il doit avoir en plus? Il y a deux choses. Il y a une chose qu'il peut faire très aisément. Il peut demander à l'employeur de manière nominative d'amender, d'adapter, de transformer soit le poste et les fonctions, soit la durée du travail, par exemple, en spotant, en signalant à l'employeur une difficulté. Ça, c'est dans son pouvoir, ça? C'est dans son pouvoir. Sans dire de quelle pathologie on est en train de parler. Pathologie psychique ou physiologique. Sans nommer le salarié? Il peut nommer le salarié. Il peut le faire. Tant qu'il dit, puisqu'il va être obligé de parler d'un poste spécifique. Donc forcément, ce sera il est le poste identifié. de monsieur X ou de madame Y, mais il ne devra pas parler de harcèlement, il ne devra pas parler d'insuffisance cardiaque, etc. Ça, il ne peut pas le faire. Il ne peut se prononcer qu'en termes d'aptitude ou d'inaptitude, d'instruction, de transformer, adapter le temps de travail et les fonctions. Donc sur le cas de harcèlement que j'évoquais tout à l'heure, le médecin du travail est impuissant dans ses prérogatives, je dirais, professionnelles et juridiques, à intervenir. Il peut intervenir, mais par des biais. Il peut par exemple organiser un audit. Il peut par exemple demander à ce qu'encore une fois, le poste de tel individu soit adapté de telle et telle manière, en faisant comprendre de manière implicite à l'employeur qu'il y a une situation de harcèlement. Ce qu'il peut faire d'efficace en revanche, c'est se faire délier de son obligation de secret professionnel par le salarié, de manière à communiquer avec le médecin traitant, qui lui a la plume beaucoup plus libre que celle du... Donc il y a un contournement, on repasse par le médecin traitant. Et le médecin traitant établira des attestations, enverra la personne vers un psychiatre pour établir un déséquilibre lié au travail, etc. Et le salarié constituera ainsi petit à petit son petit dossier précontentieux. C'est ça. Qui finance, qui rémunère la médecine du travail? Ce sont, pour les grandes entreprises, ils sont intégrés à l'entreprise. Tout en étant intégrés à l'entreprise, ils ne sont pas subordonnés à l'employeur. C'est un peu le débat de l'avocat au sein de l'entreprise. Exactement, c'est un peu le débat de l'avocat au sein de l'entreprise aux États-Unis notamment, où tout en étant rémunéré et intégré, il est censé garder, dans une fiction un petit peu tirée par les cheveux, garder une indépendance totale et intégrale. Non, c'est pour ça que je vous amenais sur le débat de l'indépendance du médecin lorsqu'il est intégré, puisqu'il y a des services de médecine dans des très grandes entreprises, sans passer par des prestataires. On voit mal comment le médecin peut être indépendant de son employeur, parce que malgré tout, il est payé par son employeur. Il est payé par son employeur, il a une progression de carrière qui est gérée par cet employeur, et c'est très compliqué. Et d'ailleurs, à cet égard, le secret médical est une bonne excuse pour le médecin du travail, bien sûr, parce que ça justifie son mutisme et ça justifie sa non-collaboration avec l'employeur. Donc ça veut dire, vous qui j'imagine, avez eu à accompagner des salariés ou des entreprises, l'institution doit être supprimée ou réformée? C'est intéressant d'avoir le regard d'un juriste. L'entreprise doit être réformée à mon sens parce que le travail de prévention est un travail essentiel. C'est plus d'une réforme que d'une suppression pure et simple à mon avis dont il s'agit. Il y a beaucoup à réfléchir et beaucoup à dire sur ce qu'il faudrait apporter, notamment le point que vous soulevez depuis tout à l'heure, celui de la communication, de la remontée d'informations. Oui. C'est un vrai problème parce qu'on se rend compte de ce que l'information ne circule qu'entre le médecin du travail et le salarié, ou alors entre le médecin du travail et les services de la médecine du travail. Ça sort très peu. Et donc ça n'aide pas l'entreprise à pouvoir prendre des mesures. Il n'y a pas que des entreprises qui soient coercitives, elles peuvent entendre positivement ce qu'on leur dit. Le médecin du travail peut, en face d'une situation particulière de harcèlement par exemple, aborder de manière générique avec l'employeur un programme d'audit, un programme de réforme du fonctionnement de l'entreprise, sans nommer ni l'individu ni sa maladie, mais en parlant en termes génériques pour aller vers un mieux. Merci Djilal Mazzouz d'être venu sur notre plateau, parce que c'est un sujet qu'on pourrait d'ailleurs traiter dans le cadre d'un débat, cette médecine du travail, dont on parle d'une réforme qui finalement n'arrive jamais, et dont les salariés ne sont jamais très satisfaits d'ailleurs du service rendu par cette médecine du travail. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes au cabinet McDermott. William Emery. William Emery. J'aime bien quand vous dites l'accent comme ça anglais, je trouve très élégant. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, on fait une courte pause pour retrouver le cercle RH, le débat. Justement, tiens, ça va faire écho aux propos que l'on vient d'avoir sur la médecine du travail. On s'intéresse à la santé mentale des salariés. Où en est-on en cette rentrée? Quelles sont les traces laissées par cette crise Covid, le télétravail, la distance, appartements trop petits? Qu'en est-on de cette santé mentale? Et est-ce que c'est à l'entreprise seule de porter finalement réparation des difficultés mentales des salariés? On fait le point avec des experts, c'est juste après cette courte pause.
Le cercle RH, notre débat quotidien de Smart Job, on s'intéresse à la santé mentale. C'est un sujet qu'on a traité très régulièrement dans notre émission. Alors évidemment, la santé mentale des salariés d'une manière générale, et puis en particulier à travers cette crise Covid, parce que c'est vrai que des salariés ont été isolés, certains ont lancé des messages d'alerte, appartements trop petits, dépression, burn-out, impression d'être parfois harcelé par son manager de mails à des horaires souvent hors horaire de travail. Toutes ces situations de tension peuvent avoir créé des règlements mentaux des salariés. Où en est-on en cette rentrée? On va essayer d'en savoir un peu plus avec mes invités. 3 invités sont avec moi. D'abord, commençons par présenter Christophe Nguyen, qui vient régulièrement dans l'émission. Vous êtes psychologue du travail et président du cabinet Empreinte Humaine, et vous faites des baromètres réguliers. Vous trempez votre thermomètre pour voir quelle est la situation. On fera le point avec vous dans cette émission. Timothy Ley, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général d'Idoco, qui est un cabinet de conseil, coaching, formation en management et ressources humaines. Et vous me disiez en préparant l'émission que parfois il vous arrivait, quand il y avait des dossiers psy, de parfois renvoyer la balle du côté d'Empreinte Humaine, qui elle avait vraiment une compétence psy. On fera le point avec vous sur vos actions concrètes. Et puis Julia Néel-Bise, merci d'être avec nous, cofondatrice de TIL, jeune entreprise créée en janvier 2021. Et vous êtes dans la tech, pour le dire directement, et c'est une plateforme, une application, mais destinée aux questions de santé mentale. On est au cœur du sujet. Des collaborateurs. Je vous donne la parole tout de suite et on va entendre nos experts. Pourquoi cette idée en janvier 2021? On est en plein Covid, il y a des angoisses existentielles. Vous dites, il y a un besoin? Alors, on n'était pas encore en plein Covid. Oui, on le pressentait. Voilà, c'est ça. Et puis, plus précisément, ça faisait... Parce que décembre avait démarré en Chine, on s'en souvient tous. Exactement. Et puis, ça faisait déjà 1 an que nous, on travaillait sur le projet en recherche et développement avec des médecins psychiatres, des psychologues. Donc, ça faisait un moment. On s'est intéressé à ce sujet parce qu'il nous a semblé que c'était un secteur qui avait longtemps été boudé par les innovations, par la technologie, et qui avait grand besoin d'innovation et de technologie pour réinventer un peu la façon dont on prend soin de sa santé mentale au quotidien. Mais on va entendre mes 2 autres invités, mais qu'est-ce qu'elle propose, cette plateforme? Parce que vous avez quoi? Des RH qui vous appellent un peu paniqués et qui vous disent, moi j'ai plein de soucis avec des salariés, je ne sais pas comment faire. Est-ce que c'est ça déjà la porte d'entrée? Alors il y a 2 choses. Nous, vraiment, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les collaborateurs à protéger la santé mentale, à protéger leur santé mentale. Donc c'est en amont. Exactement. Il y a beaucoup de préventifs. On travaille aussi en curatif, mais on essaye vraiment d'être là avant et donc d'aider en amont. Comment ça se passe? Il y a effectivement des DRH qui nous appellent pour nous dire ça va pas, on a besoin, ils tirent la sonnette. À ça. Il y a aussi des RH qui ont envie de s'y intéresser, pas parce que on est déjà dans une crise, pas parce qu'on est dans un plan de restructuration, parce que c'est un sujet qu'ils veulent traiter. Exactement, et parce que les collaborateurs demandent aussi et plébiscitent les RH pour ça. C'est le tiroir bien-être au travail, RSE, c'est l'idée qu'on prend soin et on est bienveillant à l'égard de ses collaborateurs. Christophe Nguyen, il y a donc cette plateforme qui répond à ces besoins, mais Empreinte Humaine, ce qui est intéressant, vous avez aussi un regard d'expert sur ce sujet, d'expertise. Quel est l'état des lieux en cette rentrée par rapport, au numéro précédent où vous êtes venu, où vous tiriez la sonnette d'alarme? Je me souviens très bien, vous aviez beaucoup de contacts avec des salariés mal, tendus, angoissés, dépressifs et en burn-out. Ça s'est amélioré, ça s'est dégradé? Disons que toutes les études convergent, y compris la dernière, celle de la CGT, qui montre que finalement il y a une situation qui perdure, qui est dégradée en tant que telle. À la sortie, on va dire, des congés d'été, on espère tous qu'effectivement ils se sont reposés, qu'ils ont pris du recul. Je pense que ça a été aussi un moment de faire le point, finalement, sur ces attentes vis-à-vis du travail et au niveau du retour. On en a parlé avec... on traîne un peu des pieds. Comment? Il y a eu le confinement, ensuite le télétravail. Certains ont beaucoup aimé. J'ai lu notamment dans cette étude que les gens avaient un peu de mal à retourner au travail, physiquement. Oui. Ça aussi, c'est un choc, le retour. Tout à fait. Et des nouvelles attentes aussi. Et je pense pas mal d'espoir pour finalement qu'on ne revienne pas comme dans le monde d'avant. Et ça, c'est des attentes au niveau d'un renouvellement du management. Ça, c'est très important. Au niveau aussi de la prise en compte aussi de cette question de la santé mentale, de leur bien-être. Et plus peut-être avec des approches un peu marketing affichées, mais réellement intégrées dans le management et la stratégie des entreprises. Donc plus d'attentes au niveau des entreprises pour se préoccuper de ce sujet. Juste un mot pour qu'on soit bien au clair avant de donner la parole à Timothy Ley. Ça veut dire quoi la santé mentale d'un salarié sur le plan, j'allais dire presque juridique? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est très subtil et subjectif, la santé mentale. Oui, la santé mentale, si vous voulez, ça se définit, alors on prend juste la définition de l'OMS, qui est assez claire, et qui explique que c'est pas juste l'absence de symptômes, c'est aussi, et d'ailleurs c'est défini en tant que tel, un état qui permet aussi de travailler dans la communauté et d'être efficace au travail. Donc dans la définition même. À contrario, ça veut dire quand on n'est plus capable de travailler et d'être efficace, on peut considérer qu'on a une santé mentale dégradée ? Oui, c'est-à-dire aussi, et d'ailleurs c'est pour ça que le travail peut affecter la santé mentale. Un mauvais travail, c'est parce qu'on s'y reconnaît plus, c'est parce que ça pèse, parce que c'est trop stressant, parce qu'on n'a pas les moyens. Donc l'inverse est vrai aussi. Je vous ai vu réagir, je vous donnerai la parole, parce que ça c'est votre domaine, la définition de cette santé mentale, parce que tout ça est bien flou. Est-ce que quand on s'énerve et qu'on est très en colère, le DRH peut dire « oh là là, il est très très mal, il va falloir le faire suivre ». Enfin, tout ça est quand même... Voilà, mais après... C'est un peu, oui. Je caricature, on est d'accord. Okay. Après, c'est une question, effectivement, de fréquence et de chronicité de ce mal. La répétition de... Voilà. Il ne faut pas confondre l'humeur et la santé mentale, d'une certaine façon. On est d'accord, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire un jour on est bien, un jour on n'est pas bien, un jour on est content, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Mais c'est effectivement quelque chose qui doit être pris en compte dans la durée. Timothy Hillet, c'est intéressant parce que vous accompagnez les entreprises. Alors c'est compliqué parce que l'entreprise, elle s'est mise d'une manière forcée en télétravail, obligeant les salariés à rentrer chez eux. Puis ensuite, on a un petit peu hybridé, on est dans cette étape. Et puis là, on a des salariés à qui on dit « Ah non, c'est fini, le bonheur chez vous dans le jardin terminé, retour au bureau ». Et là, on a une espèce de retour d'élastique. On souffre à l'idée de revenir au bureau. Est-ce qu'on est un peu dans cet état-là, là, aujourd'hui ? Alors, je suis assez d'accord avec Christophe, c'est-à-dire que l'été a fait du bien. On a pu se ressourcer. C'est quand même les premiers congés qu'on a véritablement depuis la pandémie. C'est-à-dire que l'été dernier, il n'y a pas eu vraiment d'été. On était plutôt à préparer la rentrée après le premier confinement qui était une vraie sidération. Et après les vacances d'été, c'était les congés d'hiver, c'était aussi un peu compliqué. Donc là, ça a fait du bien. On a pu se ressourcer. Je suis d'accord avec Christophe aussi quand il dit qu'il y a beaucoup d'attentes. Vous parlez de l'hybridation, du management hybride. Pour faire simple, c'est le fait de travailler à moitié plus ou moins à distance et à moitié dans les locaux, dans les bureaux. Donc ça pose vraiment des problématiques pour les managers parce que c'est vraiment très nouveau. Et donc, vous me dites que c'est les managers qui vont avoir des problèmes de santé mentale, là. Vous êtes en train de me vendre ça. C'est eux qui vont être... En tout cas, dans les dernières études, et peut-être que Christophe peut confirmer, c'est les managers qui sont les plus impactés par la situation. Et donc, déstabilisés par eux. Tout à fait. Donc eux, évidemment, ils encaissent, quoi. Tout à fait. Du coup, il y a un vrai besoin d'accompagnement sur ce nouveau cadre, parce que ce qui manque, en fait, c'est que tout s'est fait très rapidement l'an dernier, et on n'a pas pu forcément poser le cadre. Les dirigeants, les DRH, ça arrivait très vite. Donc là, il y a vraiment un besoin de poser le cadre de ce que ça veut dire le management hybride, et comment les managers managent dans ce nouveau contexte. Je vous donne la parole, mais parce que je sens que vous avez envie de parler. Les managers sont en difficulté, sont en souffrance. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Parce que l'étude de la CGT n'évoque pas que les managers, elle évoque d'une manière générale des salariés qui sont en dépression, même si la majorité, dit cette étude, ont été satisfaits du télétravail, c'est ce que dit cette étude, il y a quand même des gens qui sont restés sur le bord du chemin. Est-ce que ce sont les managers qui sont touchés en première ligne ? Les managers sont toujours en première ligne, c'est ce qu'on constate. D'accord. Nous, on constate aussi un phénomène d'usure. C'est-à-dire que, en ce qui concerne la santé mentale et le bien-être, c'est la durée qui est l'ennemi. Et là, vous voyez, ça fait 1 an et demi qu'on est tous sous stress pour des raisons personnelles ou professionnelles. Et donc là, il y a une véritable usure des managers qui, évidemment, reçoit les directives et des dirigeants là, faut accélérer. Et les besoins des employés. Et du coup, ils sont vraiment... Juste Julia, et je vous donne la parole, Christophe. Julia, vous voulez intervenir, je ne vous ai pas donné la parole. Ce qui est intéressant et qui me semble important, c'est aussi de dire que la crise sanitaire qu'on connaît, elle a exacerbé une tendance et elle a mis beaucoup de lumière sur une tendance qui existe déjà. Mais cette tendance, elle existait déjà. C'est vrai dans plein de domaines. Exactement. Et donc, ce qui est bien, quelque part, c'est qu'on en parle beaucoup plus et ça, c'est très positif parce qu'un des problèmes de la santé mentale, c'est pour ça que je trouve ça très important. C'est sous le tapis. Que vous demandiez aussi ce que c'est la définition de la santé mentale, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est et souvent, c'est encore assez tabou dans la société en général, en particulier dans les entreprises. C'est vrai. Et donc ça, c'est un peu le côté positif. Et l'autre chose que je voulais rajouter, c'est qu'on voit ce qui pèse sur les managers. Ce qu'on voit aussi dans les études, c'est que ça pèse plus fortement sur les femmes, peut-être parce que le télétravail était plus compliqué, et aussi sur les générations un petit peu plus jeunes. Par exemple,
On voit récemment dans une étude qui disait de OpinionWay, qui disait que 76% des collaborateurs en France attendent que leur entreprise prenne position et qu'il y a une responsabilité de l'entreprise sur la santé mentale des collaborateurs. Ce chiffre-là, pour les 50-65 ans, il me semble qu'il est nettement plus faible. Donc c'est qu'il y a une attente plus forte des jeunes. Exactement. Qui disent aidez-moi. Exactement. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Les jeunes, dont on peut dire, et on peut le redire là, on l'a souvent dit sur ce plateau, vivant dans des appartements plus petits, et le plus grand des paradoxes de ce télétravail, c'est que c'était des jeunes qui disaient moi j'ai envie de retourner au boulot, j'ai envie de voir mes copains. C'est un peu ça, quoi. Et on voit que également cette tendance exacerbée était très importante aussi au niveau des jeunes, cette attente en termes de santé mentale. Il y a des études Harvard Business Review qui montraient que 75% de la génération des millennials avait déjà démissionné pour des problématiques de santé mentale. Et on voit que cette attente est de plus en plus forte, mais elle touche maintenant de plus en plus n'importe quelle frange de la population salariée. Et si on reparle des managers, on voit qu'ils sont un peu à la croisée des contraintes. C'est eux qui doivent effectivement s'occuper de l'état moral de leurs salariés, qui voient moins. Ils sont très inquiets par rapport à ça. Des salariés qui peuvent un peu s'auto-censurer aussi, qui n'osent pas parler de ces difficultés pour différentes raisons. Et également une organisation du travail qui n'est pas encore tout à fait adaptée par rapport à l'hybridation et qu'est-ce qu'on fait dans les locaux, qu'est-ce qu'on fait plutôt à distance et comment on crée finalement cette convivialité, ce sujet aussi de performance qu'on doit, on va dire, maintenir avec des salariés qui sont parfois décrocheurs, qui se mettent en retrait aussi parfois. Donc les managers, c'est un peu, je pense, le point névralgique sur lequel il va falloir... Il y a juste une Julia, allez-y, c'est l'intérêt de ce débat. Je trouve que ce qui est intéressant de garder aussi en tête, c'est la pertinence de parler uniquement de santé mentale au travail. Et je trouve que le concept de télétravail a reposé cette question aussi. Et le concept, d'ailleurs, quand on repart de la définition de l'OMS, ça parle aussi de ça. C'est quelle est la frontière, et est-ce que la frontière entre la santé mentale au travail et la santé mentale pas au travail, elle est toujours pertinente dans un contexte de... Je vous pose la question directement à vous trois, parce que cette question, vous l'avez forcément, elle vous a traversé dans les domaines d'activité dans lesquels vous êtes, puisque vous êtes sur ces sujets. Est-ce que c'est réellement à l'entreprise de prendre cette question en charge? On a des cas de figure de salariés qui, pour des raisons liées à leur vie de famille, à un divorce, à une rupture, à des problèmes qui sont parfois même génétiques, médicaux, vont venir avec leur valise dans l'entreprise et ensuite dire à l'entreprise, non mais il faut se dire les choses, et dire à l'entreprise, mais je suis pas bien, il faut m'aider. Enfin, je sais pas, mais... C'est déjà les managers, ils sont en très grande difficulté par rapport vraiment à cette ligne de crête entre ce qui relève de la vie personnelle et ce qui relève de la vie professionnelle. Et typiquement, dans certains entretiens annuels, il y a la question qui est posée sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous vous situez en termes de bien-être au travail. Oui, c'est ça. Sauf que, évidemment, quand on a vécu un divorce, quand on a vécu un drame, quand on est inquiet pour sa famille liée à la pandémie, évidemment, le manager, il se sent pas armé et outillé. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et bien sûr. Il peut rien faire. L'idée, c'est d'identifier. Et après, c'est de passer le relais aux professionnels. Mais l'obligation, c'est d'identifier. Évidemment, le manager ne peut pas tout faire. D'ailleurs, il n'est pas psy et ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas le rôle de l'entreprise et du manager, on est d'accord. Mais c'est à minima d'identifier. Christophe Nguyen et Julia, c'est la question de fond. L'entreprise dit, attendez, déjà, j'ai quand même des contraintes énormes sur la question environnementale, j'ai le bien-être au travail, j'ai la santé, mais un salarié qui vient avec ses problèmes, moi, je ne peux pas... Mais ça s'impose, en fait. Les entreprises qui vont pas du tout le prendre en compte, je pense qu'elles vont dans le mur, d'une certaine façon. Et cette même si le problème vient de l'extérieur. Même si le problème vient de l'extérieur. On l'a vu aujourd'hui, les DRH qui ont dû traiter énormément de problèmes personnels, et parce que c'était la réalité du moment. Assistante sociale, nounou, psychologue. Voilà. Et après, ça a été très difficile de placer la limite, effectivement, et il faut séparer aussi ce qui est de la vie pro et de la vie perso, il faut remettre les choses au bon niveau. En revanche, l'entreprise dispose... Avec le télétravail, pardonnez-moi, il n'y a plus de vie pro, il y a plus... Tout se mélange. Oui, mais il faut pouvoir aussi recréer ses repères. Et je pense que c'est important aussi qu'il n'y ait pas une invasion dans le travail de la vie personnelle, c'est pas bon aussi pour la santé mentale, et inversement. C'est bon qu'il y ait un équilibre et une certaine forme de... Sauf quand on bosse dans sa cuisine et que sa cuisine sert de salon, de salle à manger, mais il faut aider les salariés à ça. En revanche, ce qui est important pour moi dans les entreprises, c'est qu'elles ne doivent pas forcément le prendre en charge. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas un hôpital, ce n'est pas un EHPAD, ce n'est pas tout ce que vous voulez. Mais par contre, elles doivent le prendre en compte. Parce que c'est une question d'efficacité. Si quelqu'un qui vit un divorce, qui va avoir une coupe pleine à un moment donné, peut exploser par rapport à un coup de stress lié au boulot qui est normal. Ça, c'est pas de la santé mentale.
Si, ça peut faire partie, bien entendu. Alors la santé mentale, c'est un sujet qu'il ne faut pas aborder uniquement quand il y a des problèmes de santé mentale. On a un sujet sur la santé, on en parle toujours quand il y a l'accident. Et donc on réagit. Et donc il faut être en prévention et en anticipation. Julia. Sur la performance, si je peux juste ajouter... Vous êtes très en forme sur ce plateau. Sur le rôle de l'entreprise dans le fait de prendre ou non en charge et de s'attaquer à ce projet. Cette question, certains disent, mais attendez, c'est lourd pour moi. Moi, je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Déjà, je pense que c'est une formidable opportunité pour les entreprises de se saisir de ce sujet parce qu'il y a un rôle de l'entreprise qui est, si on croit dans son capital humain et si on pense que le capital humain, c'est le facteur de réussite d'une entreprise, c'est difficile d'assumer une position et de dire « Ah non, la santé mentale... » Elle ne fait pas que produire et créer des richesses, c'est ça que vous dites, quoi. Exactement. Et bien sûr. Et deuxièmement, la question, elle se pose aussi de se demander, est-ce qu'on se dit la même chose pour la santé physique quelque part ? Bien sûr. Non, en fait, ça semble normal à tout le monde aujourd'hui que... Et donc, c'est le troisième point qui semble important, pour moi, qui est essentiel, c'est de se dire, en fait, l'entreprise, il y a intérêt. Si elle ne le fait pas par volonté philosophique ou par place de l'entreprise. Il y a aussi son intérêt à elle, d'avoir des gens performants qui produisent. Évidemment, le ROI d'une initiative de santé mentale bien mise en place, toutes les études convergent, notamment une de Harvard Business Review, qui montre qu'elle est au maximum de 1 pour 11, c'est colossal. Donc il y a un intérêt économique. Exactement. Donc, parce qu'on réduit le présentéisme, on réduit le présentéisme, on réduit l'absentéisme, et ça c'est aussi très très important. Juste, on a un chiffre, peut-être que vous l'avez. Quand on essaie de savoir ce qui se passe dans la santé mentale, on parle de dépression, de burn-out. C'est quoi le chiffre ? C'est quoi l'état mental de la population des salariés en France ? On sait qu'il y a eu un doublement du taux de burn-out sévère en tant que tel depuis le début de cette pandémie. Il n'y a pas un DRH qui n'a pas eu à traiter ce sujet d'épuisement, de surengagement. Donc là, on est au sommet de l'échelle, je dirais. Voilà. Mais dans les dépressions, dans les moments où le salarié vous dit je m'arrête, qui s'arrête régulièrement, l'assurance maladie doit bien avoir évidemment quelques chiffres. Oui, on va sortir en notre baromètre pour voir, et je crois que Malakoff Médéric va faire aussi un état des lieux. On a à peu près un quart des salariés qui se sont arrêtés pour des problématiques de santé mentale. Donc on voit que c'est un vrai sujet aussi. C'est un coût pour la collectivité. C'est 4% du PIB en France. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on parle beaucoup des entreprises dans leur rôle, et les salariés le disent, c'est aux entreprises de prendre en charge finalement les conséquences humaines de leurs décisions, en particulier quand des moments de décisions difficiles. Bon, je pense que là aujourd'hui, c'est même très encadré par la loi, ça se pose même pas. En revanche, on peut se poser la question, comme on sait que le bien-être mental va de pair avec l'efficacité économique. Quid des politiques publiques par rapport à ça ? J'allais basculer sur cette question. C'est vrai que ce n'est pas qu'aux entreprises de prendre en compte ce sujet des difficultés psychologiques. Vous êtes d'accord avec ça ? Puis je voulais qu'on parle prévention avant de nous quitter, parce qu'il y a tout un travail aussi. Le bien-être, c'est en amont. Si on organise l'espace pour être bien, en général, on évite, si on met le bon feu rouge et les bonnes signalisations sur la route, l'accident est limité quand même. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, là où j'étais un peu... sur la vie pro, vie perso, je voulais juste revenir là-dessus. Oui, bien sûr. Christophe parlait de références, de nouvelles références. Moi, je parle de cadre, on parle à peu près de la même chose. Évidemment, il y a ce qui relève de la vie pro et ce qui relève de la vie perso, mais attention, aujourd'hui, avec le télétravail et le télétravail généralisé, il y a parfois 4 jours de télétravail, pour la plupart des entreprises d'ailleurs, pendant 1 an et demi. Le nombre de vidéoconférences où il y a les enfants qui passent, où il y a la femme qui dit ou le mari qui dit qu'il est l'heure de manger. Enfin, voilà, le travail, c'est invité chez soi. Donc les barrières... C'est très impudique d'ailleurs. Voilà, c'est très impudique. Il y a une vraie porosité. Et en fait, il y a un vrai besoin de définir ce que c'est que le cadre, parce qu'il y a à la fois du surengagement, comme dit Christophe, mais un sur-désengagement. Il y a les deux, il y a des paradoxes, voilà, il y a des... Et l'idée, c'est de se dire, OK, c'est quoi le cadre ? Quand est-ce que j'ai le droit de contacter mon collaborateur ? Avant, typiquement, on le contactait au bureau. Ah oui, il était là. Maintenant, comme on sait qu'il est chez lui de toute façon, on a peut-être tendance à se dire, bon, de toute façon, il est déjà chez lui. À 8h, avant, je l'appelais plutôt vers 9h, 9h. Puis inconsciemment, il y a une forme de flicage aussi. On se dit, tiens, on va voir s'il est là, on va vérifier. Ça, le salarié qui reçoit ça et qui le ressent, c'est déjà une première pierre dans son dérèglement de sa santé mentale. Enfin, ça l'agace. Tout à fait. Et effectivement, quand on est en présentiel comme ça et qu'on se voit, on peut se poser des questions, on peut interagir d'une certaine façon. Si on fait la même chose digitalement en envoyant un mail, un texto, ça peut être vu comme du flicage, alors qu'au fond, le manager veut garder sa distance. En fait, il réitère la même chose qu'il faisait en présentiel et en distanciel, sauf que c'est vécu très différemment par le collaborateur. Et le manager ne se rend pas interprété. Il n'y a pas forcément la prise de conscience du manager. Il y a beaucoup de malentendus aujourd'hui du fait qu'il y a un manque de clarté sur ce cadre. Il y a d'un côté aussi une grande demande de télétravail, de flexibilité, de confiance. Oui, le retour au bureau n'est pas si simple. Pas si simple. Et effectivement, c'est ce côté, quand est-ce que je suis disponible ? Et beaucoup de parents, notamment salariés, qui veulent effectivement de pouvoir avoir cette flexibilité. C'est-à-dire ces temps de pouvoir
s'occuper de la famille et puis après rebrancher, mais qui peut se heurter à la question de la rigidité du droit du travail. Mais le retour au travail, c'est pas si clair, parce que vous voyez les jeunes, vous parlez des jeunes. Déjà, les jeunes, imaginez ceux qui sortent d'université, d'école, etc. Ils ont connu que le télétravail. Ceux qui ont été diplômés l'an dernier n'ont connu, ils n'ont pas vu leurs collègues. Onboardés en virtuel. Oui. La plupart de mes clients, évidemment, mettent tout leur process de recrutement virtuel. Et pendant 1 an et demi, ils travaillent avec des équipes virtuellement. Donc, on peut comprendre qu'ils ont envie de retourner au travail. Donc, la question du retour au travail n'est pas si simple. Au bureau. Au bureau, pardon. Il y a ceux qui veulent retourner au bureau et ceux qui veulent plus de télétravail. Et les managers, ils sont confrontés à ça dans la même équipe. Exact. C'est ça la problématique. Donc, c'est des problématiques différentes et des désirs différents qui sont souvent contradictoires. Oui. Alors, on est d'accord. Mais juste concrètement, porosité, vie privée, vie professionnelle. Certains veulent revenir au travail, d'autres traînent les pieds pour y aller. On ne peut pas encore évaluer cette rentrée en matière de santé mentale. On ne sait pas. Si on peut, faut attendre un petit peu. On ne sait pas. Parce qu'on a eu le choc du télétravail, on en a parlé. Puis j'ai l'impression que dans quelques semaines, on va nous dire c'est le choc de la rentrée. Tout le monde est dépressif. Non, Oui, disons que les nouvelles attentes, si elles sont frustrées par rapport au télétravail, donc avec le retour un petit peu, on va dire, bête et méchant, à 100% présentiel. Allez, tous, Il y a des études qui ont sorti, notamment publiées par Slack, avec Opinionway, qui montraient que quasiment la moitié des télétravailleurs disaient qu'ils préféraient démissionner s'il y avait un retour à 100% en présentiel. Démissionner. Alors, il y a les déclarations, les intentions et puis la réalité, mais je crois qu'avec un marché du travail a priori porteur, avec, j'ai envie de dire, ce renversement, on va dire, de la pression par rapport à ces sujets de recrutement, on peut s'attendre à un peu de turnover ou de confrontation dans les entreprises. On l'a vu. Parce que les gens vont se défendre. Oui, ils et vont puis dire, j'étais bien, ça m'allait. Voilà. Et même, j'ai déménagé. J'ai déménagé. Je vous informe, j'ai déménagé, je veux un avenant. Sinon, je nuancerai un petit peu sur le marché du travail porteur. En fait, c'est très vrai pour une partie de la population qui, en réalité, peuvent décider s'ils vont avoir un job en télétravaillant. Dans certains secteurs, Et dans certains secteurs, malheureusement, on accompagne certains de ces secteurs-là avec beaucoup de souffrance. Qui sont quoi, les secteurs plutôt du service, du tourisme, ceux qui ont été touchés de plein fouet. Touchés de plein fouet. Le digital, typiquement, évidemment, plutôt en hyper-croissance, mais le tourisme, vous imaginez l'année qu'ils ont vécue en 2020. Et du coup, il y a certains secteurs où on ne choisit pas. Et on subit beaucoup plus. Et en plus, la crise est encore là. Exactement, la crise est encore là. Ça, c'est intéressant. Vous anticipez, parce que vous avez anticipé en créant votre boîte en janvier 2021, mais cette idée qu'il y a des secteurs qui, en plus, on vous dit, moi, je suis dans un secteur qui est en train de mourir. C'est-à-dire que je ne suis pas bien dans ma tête, j'ai vécu une situation personnelle, professionnelle qui est lourde, et en plus, les médias me disent, attendez, ce secteur-là, c'est fini, oubliez. Enfin, psychologiquement, il faut le vivre tous les jours quand même. C'est très dur, et c'est ce qui explique qu'il y a des réalités qui sont totalement différentes, où il y a des secteurs où c'est des problématiques de restructuration, et des secteurs où il y a des problématiques d'un envol des arrêts de travail depuis quelques mois. Et il y a des secteurs où le problème, c'est le surengagement, le surinvestissement et où on frôle le burn-out. Et c'est ça qui... On a la proportion du surengagement et de ceux qui, globalement, utilisent l'arrêt de travail, il faut le dire assez directement, comme d'un levier de repos et d'arrêt, parce que voilà, ils disent aux médecins, je n'ai pas grand-chose, mais je ne me sens pas bien. Et on les arrête pour se reposer. On a un peu plus d'un tiers des salariés qui sont épuisés sévèrement, vraiment un épuisement sévère. Donc là, il y a un diagnostic médical. Oui, voilà. Et ça, c'est clair. Et ils ne s'arrêtent pas tous. Il y a plus de gens épuisés que de gens qui s'arrêtent. Donc c'est aussi ça un indicateur. Donc ils continuent à travailler malgré leur état. Voilà. Et donc ils se mettent effectivement en risque. Ce qui se transforme en burn-out. En burn-out. Et ça finit par l'accident là. Oui. Et alors si on parle des restructurations, je pense qu'effectivement c'est important de se dire qu'il faut prendre en compte l'état mental, l'état psychologique des salariés qui vont vivre une restructuration. Parce que c'est pas la restructuration qui va chasser tout ce qu'ils ont vécu, cet épuisement. Ça se surajoute. Et d'ailleurs les salariés le disent qu'il y a un risque un peu plus fort. Effectivement, de vivre ces restructurations. La prévention, vous savez, j'en parle beaucoup de la prévention, puis on n'en parle pas. J'allais y revenir. Voilà, Julia, qu'est-ce qu'on met en place dans les entreprises ? Parce que là, encore une fois, on n'a jamais autant parlé des DRH depuis la crise Covid. Donc, ils sont apparus en première ligne. On n'a jamais autant parlé du bien-être. Mais la prévention dans l'entreprise, on le sait, c'est un peu l'enfant pauvre. Enfin, la prévention, c'est un peu comme tout le temps. Oh oui, on fera, on verra, on réparera le barrage, on s'organise, on ne le fait pas. Qu'est-ce que vous proposez en matière de prévention ? Déjà, je trouve que c'est un sujet qui est essentiel et qu'en fait, il n'y a que si on mène une vraie politique de prévention que ce qui se passe au curatif ou en situation de crise va pouvoir être vraiment efficace. C'est aussi ce que montrent les études, notamment sur le retour sur investissement d'un point de vue humain et économique. Il faut le dire, il n'y a pas des études. Voilà. Nous, concrètement, ce qu'on met en place, c'est que l'accompagnement qu'on a créé, il est à la fois collectif dans le fait d'organiser des webinaires, évidemment, autour de la santé mentale dans l'entreprise, de parler, de briser ce tabou et de construire cette culture
culture, et surtout à travers l'application qu'on a créée, en mettant la technologie au service de la thérapie et de la psychologie. Avec des gens en face compétents. Ce qu'on fait, il y a 3 piliers en fait dans notre application. La première, c'est de mesurer, de savoir où est-ce qu'on en est. On a développé un indice propriétaire avec des médecins psychiatres et des psychologues pour savoir où est-ce qu'on en est et savoir le diagnostic et voir l'évolution. On appelle ça plutôt un bilan, mais c'est exactement ça. Le deuxième volet, c'est vraiment des programmes qui sont co-conçus avec des psychologues, psychothérapeutes, médecins psychiatres sur des sujets importants, donc qui peuvent être justement sur comment prévenir le burn-out, comment identifier chez moi les premiers signes du burn-out. Ça peut être comment rééquilibrer ma vie, comment gérer le syndrome de l'imposteur. C'est vraiment des sujets qui sont très variables. Et ensuite, on peut évidemment prendre rendez-vous avec un psychologue partenaire pour pouvoir en parler. L'idée, c'est de casser toutes les barrières, qu'elles soient économiques, dédramatiser, culturelles, bien sûr, culturelles avant tout, et de fluidifier ce parcours pour que les gens qui en ont besoin sachent comment faire et se tournent vers quelqu'un quand ils en ont besoin. Timothy Lay, vous aussi, parce que j'ai envie de vous entendre sur ce que, parce qu'il y a du traditionnel quand on est un cabinet de conseil, on fait des conseils, mais le contexte actuel, j'imagine, vous amène à apporter une autre valeur ajoutée. Tout à fait. Évidemment, c'est essentiel d'avoir des applications, on peut en discuter, on peut avoir de la prévention. Pour nous, ça passe aussi par le comportement au quotidien des dirigeants, évidemment, qui sont responsables et qui sont modélisants, et des managers. Et c'est important, voilà, la curation, malheureusement. Je l'ai dit tout à l'heure, l'ennemi avec la santé mentale, c'est la durée d'exposition. Donc évidemment, plus on prend tôt, plus on peut prévenir. Et c'est vrai pour beaucoup de maladies d'ailleurs. Et du coup, il y a besoin de formation, d'accompagnement, et c'est vraiment des d'explications pédagogiques, bien sûr. En disant attention, n'attendez pas que le salarié s'effondre sur son bureau pour le dire pour l'aider. Mais après, les managers ne peuvent pas tout. Il y a aussi la culture d'entreprise. J'ai entendu des mots tout à l'heure d'authenticité, et moi ça me parle, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà, l'authenticité. Très important. Besoin bien sûr de bienveillance, mais vraiment de la bienveillance, c'est pas sincère. Encore une fois avec l'authenticité. Et pour moi de la confiance, parce qu'évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait d'envoyer des messages le soir et le matin pour demander ce qu'on fait, ça peut être vécu comme du flicage, alors qu'au fond le manager il veut juste piloter son activité. À condition que le manager l'explique, si je peux me permettre, et qu'il dise aux salariés. Oui, et alors je dirais, Christophe Nguyen, mot de la fin. Ce qui marche, on va dire, parce qu'on a vu qu'en France, on n'avait jamais parlé autant de ces sujets de santé mentale, de stress, de risques psychosociaux, alors que tous les indicateurs de santé mentale en France dans le travail se dégradaient. Donc beaucoup de chercheurs se sont posé la question pour savoir si on ne prenait pas la mauvaise voie et on ne s'y prenait pas de la bonne façon. Donc il y a plein d'études qui ont montré quelles étaient les conditions pour que ça marche. La condition numéro 1, c'est l'engagement. Du comité de direction là-dessus, qu'il en parle et qui disent que c'est un sujet important pour moi. Donc il ait une vision stratégique. Qu'il s'empare vraiment du sujet. Voilà, que c'est pas juste un sujet marketing pour recruter, que c'est vraiment un sujet stratégique business, dans le business model. 2, c'est que effectivement la ligne hiérarchique finalement est des valeurs là-dessus. À un moment, quand je vois quelqu'un qui est surengagé et que je vois que sa santé, même s'il est productif et que je vois sa santé peut être en péril, je choisis, je dis stop. C'est ta santé avant tout, c'est ma priorité, c'est mes valeurs. 3, c'est la culture effectivement, c'est que chacun soit un peu. Oui, la tentation, c'est de dire continue à travailler, t'es très bon et on va te pousser, on va presser le citron jusqu'au bout. Et vous avez souvent en face des gens, parce qu'ils sont surengagés, qui vont dire non, tout va bien, voire même sont dans le déni. Donc c'est quelqu'un de l'extérieur et l'entreprise a un rôle à jouer là. Il faut mettre une limite. 4, c'est effectivement d'en parler régulièrement, parce que c'est un sujet de vigilance. Il vaut mieux agir au quotidien, faire attention, être vigilant, plutôt que banaliser des situations, des incivilités, des petites choses qui font que... Je donnerai juste une anecdote. Je pense que toutes les entreprises, ils ont des chartes de droit à la déconnexion. Et derrière, c'est est-ce qu'on la respecte vraiment? Est-ce qu'on respecte les week-ends, les soirées? Et c'est évidemment, on a besoin de temps de récupération pour notre santé mentale. C'est pour ça qu'on parle des congés d'été, mais on a aussi besoin des week-ends et de ces soirées. Et évidemment, c'est très bien d'écrire les choses, mais derrière, c'est les comportements quotidiens. C'est de le faire. Est-ce que le droit à la déconnexion est vraiment une réalité ou est-ce que c'est juste un cadre? Et est-ce que c'est vraiment une exigence à un moment managériale que les personnes puissent se reposer? Il est contourné avec des SMS et d'autres plateformes qui ne sont plus dans les règles de déconnexion. Enfin bref, on a tous vécu cela. Il y a les règles et il y a la réalité. Merci Juliane Elbise, cofondatrice de TIL, fondée en janvier 2021, véritablement une plateforme de la tech au service, avec des professionnels derrière évidemment, au service des salariés et des DRH. Merci à Timothy Lay, DG d'Idoco, conseil, coaching, et puis on vient de l'entendre aussi un vrai travail de pédagogie sur les COMEX et les comités de direction. Et puis merci à Christophe Nguyen, psychologue du travail et président du cabinet Empreinte Humaine. Vous viendrez peut-être nous parler de votre baromètre qui va sortir bientôt, ce qui donnera comme ça des chiffres très concrets. Fenêtre sur l'emploi, c'est pour terminer notre émission. On s'intéresse aux syndicats professionnels des centres de contact, les services clients, vous savez, ceux qu'on appelle lorsqu'on a un souci. C'est souvent des services externalisés. On en parle, c'est tout de suite.
Fenêtre sur l'emploi. On va parler d'un sujet que vous connaissez bien, parce que vous êtes consommateur, parce que vous êtes client, parce que vous avez besoin d'une information et bien vous passez par un service client. Vous pensez que ce service est directement salarié de la banque. Ben non, c'est un service externalisé qui va filtrer votre demande pour ensuite l'envoyer aux personnes compétentes dans l'entreprise. C'est un sujet parfois d'agacement, il faut le dire, parce que c'est jamais simple ce premier filtre. Et on va en parler parce que c'est un secteur d'activité qui emploie beaucoup de monde. Patrick Dubreuil, merci d'être avec nous. Dubreuil, d'ailleurs. Vous êtes président du syndicat des professionnels des centres de contact, le SP2C. Des travaux, des études qu'on va commenter évidemment dans quelques instants. C'est un sujet, alors, tout le monde connaît, sauf qu'avec vous, on va voir le back-office. Ça pèse combien, ce secteur d'activité en France ? Alors, vous l'avez dit, on parle des centres de contact, activités de service, donc nos clients, des grandes entreprises, des marques, nous confient, pour tout ou partie, parce qu'ils en ont également en interne, leurs activités de service client. Combien de personnes ? Alors, sous notre APE en France, nous employons 51 000 personnes, et au total, en langue française, presque 150 000. En langue française, puisque évidemment, quand vous le dites comme cela, on a bien compris, on l'a vécu parfois, il y a évidemment des personnes, des services contacts qui sont au Maghreb, qui sont ailleurs, avec des personnes qui parlent le français. C'est bien de cela. Oui, il y a 500 millions de personnes dans le monde qui parlent français, qui sont réunies dans la francophonie, donc on exerce en français partout où c'est possible, absolument. Concrètement, c'est quoi ? C'est une mission d'intérêt général ? Parce qu'il y a un vrai débat. Honnêtement, certains consommateurs disent « mais pourquoi l'entreprise n'a pas intégré un service client ?» On a même parfois des marques qui mettent « premier service client » avec des notations incroyables. Pourquoi cette volonté d'externaliser ? Puisque ça, c'est un débat qui vous concerne très directement. Alors clairement, puisque c'est notre raison sociale, d'une certaine manière. Alors au commencement, c'est-à-dire il y a à peu près une vingtaine d'années, en particulier sous la croissance du secteur des télécoms, à l'émergence d'Internet et du mobile, il a fallu effectivement construire des infrastructures de réponse aux consommateurs pour le mobile, l'Internet, etc. Oui, ça naît avec ça finalement. Exactement. Le besoin des entreprises à l'époque, il était simple, c'est avoir accès à un service immédiat, un savoir-faire immédiat, avoir de la flexibilité, de la réactivité et une forme de compétitivité économique. C'est toujours aujourd'hui les fondamentaux de notre secteur. Et encore une fois, les entreprises partagent, confient certains clients, certains horaires, certains créneaux, certaines activités à des entreprises comme la nôtre. Bon, ce qui a beaucoup changé aujourd'hui, et c'est effectivement mesuré par un certain nombre d'études auprès des consommateurs, c'est que notre métier, par sa maturité, par les partenariats, les technologies associées, apporte une qualité différenciée. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'expérience client, c'est-à-dire le vécu que vous avez quand vous allez... Bon ou mauvais ? Eh bien, il peut être meilleur. Il peut être meilleur. Je cite par exemple un baromètre de grande notoriété qui est élu service client de l'année. Oui, c'est ce que je citais tout à l'heure. Les lauréats, 2/3 des lauréats externalisent pour tout ou partie leur relation client. C'est-à-dire ce qui était avant, et vous l'avez compris, une forme de facilities, de commodité, pratique, et en plus aujourd'hui un vecteur de qualité. En clair, donc je suis une marque, je veux que mon client Arnaud soit correctement traité, je vais regarder l'externalisation pour que son rendu, son expérience client soit meilleure, parce qu'il sera exposé à un meilleur parcours client. Pour paraphraser peut-être, avant on externalisait sans trop vérifier la qualité. Là aujourd'hui on externalise et on s'aperçoit qu'en plus la qualité est tellement bonne qu'elle amène une valeur ajoutée à l'entreprise. Je pense même pouvoir vous dire qu'au tout début du commencement, certains clients étaient rétifs à nous confier leurs clients. Ça, c'est un doute. Mais parce qu'il fallait bien répondre à 19h quand il y avait 10 000 appels. Bon, aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, différentiel de qualité. Alors, je ne sais pas si vous allez être en mesure sur ce plateau, au-delà du volume d'activité de salariés, nous dévoiler votre baromètre des impacts économiques, sociaux et territoriaux. Vous avez quelques chiffres de ces impacts parce que vous allez le dévoiler très prochainement, peut-être même demain, je crois. Oui. Qu'est-ce qui ressort finalement de ce baromètre ? Alors oui, merci. Ce baromètre est réalisé annuellement par le syndicat avec le concours du EY Consulting. Il a deux objectifs, actualiser les chiffres de la profession, je vais vous en redonner quelques-uns, et puis délivrer les grandes tendances. D'accord ? Les chiffres de la profession, on intervient sur un marché de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. D'accord ? Nos adhérents sont les filiales françaises de grands groupes mondialisés de la relation client. Parmi les 3 premiers mondiaux,
Il y a 2 de nos adhérents. Le numéro 1 mondial est un Français, il s'appelle Téléperformance. Téléperformance, très connu. Le numéro 2 s'appelle Sitel aujourd'hui. Ce sont des adhérents du SP2C pour à travers leur filiale française. Donc la France est un pays... parmi les majors mondiaux. Parmi les majors mondiaux. Donc je l'ai dit, 51 000 personnes employées dans notre profession, 150 centres de contact en France. Le grand public dit souvent centre d'appel. Nous, on dit plutôt centre de contact parce que... Vous savez, moi je dis service client, donc en fait on a... C'est mieux. C'est mieux, ça vous plaît mieux ça? Oui, ça plaît mieux. Et surtout, ça souligne aussi le fait qu'il y a de moins en moins d'appels dans les centres de contact parce que vous pouvez solliciter la marque par mail, par chat, au travers des réseaux sociaux. Oui, ça c'est un peu un contournement d'ailleurs du service client parce qu'on peut toucher parfois, effectivement, on envoie un tweet un peu agacé et immédiatement on a une réponse de la marque. Ça c'est du service contact ou c'est la marque directement en direct? En général, c'est les marques ça? En général, quand il faut faire des évolutions, des adaptations très très rapides, et peut-être on dira un mot de la crise sanitaire que l'on a rencontrée, les entreprises se tournent plutôt vers l'externalisation pour faire vite, bien, efficace. Quitte à réintégrer, et à revenir et de confier de nouveau quelque chose en externalisation. Les 3 milliards, la France, un des leaders, pour ne pas dire le leader sur ces questions. Qu'est-ce qui ressort de ce baromètre? Quelles sont les grandes tendances du baromètre, tant sur le niveau des salariés, sur leur formation, j'allais dire sur leur bien-être, parce que comme vous avez pu l'entendre, le débat juste avant traitait de la santé mentale. Et je m'autorise à le dire, c'est un métier qui n'est pas si simple à faire. C'est un métier difficile. C'est un métier où on a beaucoup de pression. On se fait engueuler au téléphone. Alors c'est bien de dire ça, parce que vous introduisiez en parlant de l'agacement que l'on a tous à joindre un service client. Ouais. Je vous le confirme. Vous et moi, on joint rarement un service client pour vérifier qu'il est ouvert ou pour le féliciter d'être là. Ouais. Vous êtes agacé. En général, on a un problème. Vous avez un problème. En général, vous ne l'avez pas résolu. D'accord, plusieurs fois. Donc, vous vous résolvez à appeler. Donc, ça monte. Vous pouvez attendre un petit peu. Et on a tous un petit peu honte à un moment donné de s'en être pris à la téléconseillère ou téléconseiller qui, pourtant, concrètement, 10 minutes après, va vous dépanner. Bon, voilà. Donc, les centres de contact et les centres de contact externalisés, peut-être encore plus, ont par répercussion un petit peu ce ressentiment. Maintenant, vous avez raison. Donc la santé au travail, elle est importante. C'est pas un métier qui est fait pour tout le monde. C'est un métier de service. Il faut accepter de servir. En France, c'est parfois un peu moins valorisé qu'ailleurs. C'est pas anglo-saxon, c'est pas la culture. C'est un métier exigeant qui nécessite d'énormes capacités d'adaptation et oui, qui s'effectue dans un univers de productivité parce que le service en dépend. Parce que quand vous appelez, que vous êtes agacé, en plus, vous ne voulez pas attendre. Donc, il y a derrière des notions de productivité. Bien sûr. La bonne nouvelle, c'est que pour les gens qui s'adaptent à ce métier-là, les possibilités d'évolution, d'inclusion, de passerelle sont très, très nombreuses. Sur le plan purement RH. Merci d'être venu. Vous allez dévoiler ce baromètre. On pourra en découvrir, je dirais, tous les chiffres et toutes ces tendances. Merci Patrick Dubreuil, président du syndicat des professionnels des centres de contact. Soyez parfois un peu vigilant quand vous vous énervez avec un centre de contact, un centre d'appel. Voilà. Au bout, il y a un humain qui va essayer, tant bien que mal, de vous aider, qu'il nous parle de France ou qu'il nous parle de la francophonie du monde entier, parce que parfois, ils viennent évidemment de ces pays de très très loin. Merci d'être venu sur notre plateau pour terminer cette émission. Je serai là évidemment demain pour un nouveau numéro. Merci à toute l'équipe, Guillaume Sulowski pour le son, Kylian Soula à la réalisation, Fanny Griesmer évidemment que je n'oublie pas, puis Margot Ruot, toute l'équipe et évidemment César pour l'accueil invité. Voilà, c'était un plaisir. Je serai là demain évidemment avec de nouveaux invités, de nouvelles rencontres et de nouvelles histoires. Bye bye, à demain.